Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà, 20h40, le retour de Tech Co sur BFM Business. Il y a 5 ans, entré en vigueur donc ce fameux RGPD qui veut dire, rappelons-le, le Règlement Général sur la protection des données. Voilà, qui est en fait le fruit de 4 années de gestation, de négociations à Bruxelles et qui est là pour, on va dire, protéger les données personnelles des citoyens européens. Et voilà, au bout de 5 ans, on va souffler les bougies non pas sur le gâteau, mais sur le cookie, si vous me permettez cette petite expression, avec nos invités. Michel Leclerc est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir François. Vous êtes associé du cabinet Parallèle Avocat. Vous suivez au quotidien tous ces sujets. Merci d'être là. Et Jean de Chambure est avec nous aussi. Bonsoir Jean. Bonsoir François. Consultant chez JDC Advisory et au bureau des éveilleurs aussi. Alors messieurs, voilà, 5 ans de RGPD. On va revenir peut-être rapidement, Michel, sur ce que ça apporte, le RGPD. Voilà, avec des effets vraiment positif, mais aussi peut-être enquiquinant pour le quotidien de tous ceux qui surfent sur Internet. Qu'est-ce que c'est que le RGPD pour tous ceux qui, pendant 5 ans, étaient sur une île déserte et qui reviennent aujourd'hui ? C'est un règlement européen, c'est-à-dire que c'est un texte d'application directe dans tous les pays de l'Union européenne et qui établit un certain nombre de principes qui s'appliquent à toutes les entreprises et toutes les personnes aussi, physiques, morales, qui traitent des données personnelles. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des principes de protection des données, d'information des personnes et des sanctions aussi qui sont attachées au non-respect de ces principes. Et ce texte était très ambitieux. Et 5 ans après, c'est presque l'âge de raison. Et on se trouve dans un bon moment pour parler de bilan. Et beaucoup des objectifs ont été atteints. Et nous, qui conseillons des entreprises technologiques, on voit aussi beaucoup d'effets concrets dans la vie des entreprises, ainsi que dans la vie économique et les relations avec les personnes concernées par ces traitements de données, qui nous font dire que le bilan est positif, de manière générale, parce que ce texte est sans doute le plus connu des textes européens aujourd'hui. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue ce que c'est que le RGPD, vous avez de fortes chances que la personne vous parle de données personnelles. Les personnes concernées sont de plus en plus conscientes de leurs droits. Et c'est l'entrée en vigueur de ce texte et du régime de sanctions qui va avec, qui l'a sans aucun doute permis. C'est un texte qui a fait émerger aussi la figure de la CNIL comme autorité de régulation majeure dans le paysage français, avec une autorité qui fait à la fois de la pédagogie, de la prévention, mais aussi des contrôles et des sanctions. Tout à fait, on parlera des sanctions tout à l'heure aussi d'ailleurs. Absolument, et c'est un texte qui a permis de faire entrer dans la philosophie de conformité des entreprises numériques, mais de toutes les entreprises, pas seulement technologiques, l'idée que la protection des données personnelles est un sujet très sérieux. Là où la loi informatique et liberté, qui existait 40 ans avant le RGPD, avait avant statut et figure de texte un petit peu confidentiel. Alors, les obligations imposées par le RGPD, c'est recueillir l'accord préalable des clients, informer les clients de leurs droits d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression des informations collectées, veiller à la sécurité des systèmes d'information et assurer la confidentialité des données. Et ça, on le voit au quotidien, Michel, puisque, enfin, c'est peut-être l'un des, on va dire, des sujets un peu enquiquinants de l'application du RGPD. C'est que quand on arrive sur un site, on est tout le temps obligé. Est-ce que vous acceptez les cookies ? Voilà. Enfin, il y a tout ce truc-là qu'on fait systématiquement. Est-ce que finalement, pour le particulier, je veux dire, c'est une valeur ajoutée, vous pensez ? C'est vrai que la crainte initiale générée par les sanctions a poussé beaucoup d'entreprises à se mettre en conformité. Dans ces mouvements de conformité... Dans la douleur, pour certaines. Dans la douleur. Ça a été dur. Ça a nécessité beaucoup d'efforts et de conseils, mais ça a donné lieu effectivement à une sorte d'uniformisation du paysage numérique sur ces sujets, sur le sujet des cookies ou l'acceptation des politiques de confidentialité, qui fait qu'effectivement aujourd'hui il y a une certaine fatigue qui est générée et qui peut avoir l'effet pervers de nous faire accepter par réflexe, sans vraiment réfléchir, des politiques de confidentialité. Alors le seul intérêt, c'est de pouvoir dire non. Et donc de ne pas communiquer nos données personnelles, enfin en tout cas une partie de nos données personnelles, c'est ça ? Absolument, ça c'est un des effets bénéfiques majeurs et ça me fait penser tout de suite aussi du côté des entreprises qui collectent les données, qui les traitent en tant que responsables de traitement ou sous-traitants, c'est la nécessité de continuer ces efforts de manière permanente et de ne pas penser que parce qu'on a un délégué à la protection des données, c'est-à-dire un DPO, qui est une figure aussi assez connue aujourd'hui dans l'entreprise, de penser que les sujets sont gérés parce qu'on a une bannière
bannière de cookies et un DPO sans se rendre compte que le RGPD est un texte très général qui est constamment interprété par les juridictions et par la CNIL et qu'il faut se mettre à la page de manière continue parce que c'était ça la philosophie du texte, c'était d'édicter des principes qui poussent les entreprises à se mettre en conformité, à être capables de la documenter. C'est cette idée aussi de privacy by design, qui est une expression assez connue, qui a été créée par le RGPD, qui consiste à pousser les entreprises à concevoir leurs services et leur technologie d'une manière qui protège les données personnelles dès le début. Et qui nécessite évidemment des ressources importantes. Alors messieurs, on va faire une petite pause de quelques secondes et on revient parce qu'on n'a pas fini là-dessus, on a bien planté le décor, mais est-ce que ce RGPD est efficace? Quel est le bilan en 5 ans? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'amendes? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de boîtes qui ont été sanctionnées? Jean de Chambure fait la moue. Meta, je ne sais pas si... Je pense qu'ils doivent la faire personnellement, ça aussi. Mais bon, on en parle dans un instant parce que c'est intéressant et tu as ton point de vue là-dessus sur ce sujet. Voilà, on parle de RGPD ce soir dans Tech & Co à l'occasion des 5 ans et vous restez là, on revient dans une minute, à tout de suite. Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà, 20h48, le retour de Tech & Co sur BFM Business. Le RGPD fête ses 5 ans avec un bilan globalement positif, on le disait, sauf peut-être pour nous, utilisateurs d'Internet, avec, j'allais dire, ces conditions d'utilisation qu'il faut toujours valider, etc. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on a le choix maintenant. Mais c'est vrai que c'est enquiquinant à force de devoir toujours cliquer, parce qu'il y a des sites qui ne marchent pas tant que vous n'avez pas cliqué. Et parfois, c'est mal fichu. Enfin, on a tous vécu ça. Donc voilà, et alors sur mobile, je vous raconte même pas. Michel Leclerc est avec nous, associé du cabinet Parallèle Avocat. Jean de Chambure, consultant JDC Advisory et au bureau des éveilleurs.com. On évoquait donc toute on va dire la genèse de ce RGPD avec vous, Michel. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Parce que on voit qu'il y a eu quand même des amendes et le cadeau d'anniversaire finalement de ces 5 ans du RGPD, c'est quand même l'amende qui a été infligée à Meta d'1,2 milliard d'euros. Voilà, parce que justement Meta aurait mis un peu le doigt dans le pot de confiture finalement et aurait pendant des années pris les informations des Européens et les aurait emmenées sur des serveurs américains. C'est bien ça, Jean, je crois. Oui, en tout cas, c'est Michel Leclerc le confirmera mieux que moi, mais je crois qu'il y a un paragraphe assez clair dans l'article 46 du RGPD qui dit en gros, voilà, si vous transférez vos données de vos clients aux États-Unis, il y a un certain nombre de conditions, et ces conditions ne sont pas respectées. Le transfert ne se fait pas de manière c'est-à-dire que Meta n'a pas respecté ces conditions-là. L'Europe interdit le transfert de ces données, mais elle se fait sous certaines conditions. Il faut prendre certaines conditions, et en gros, ça va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher à Meta de répondre à toutes ces conditions. Et donc c'est là où il y a vraiment le point d'achoppement. Et c'est quoi ces conditions, Michel? Elles sont assez contraignantes, on va dire? Oui, parce que c'est des conditions juridiques qui concernent en fait des protections juridiques que vous devez mettre à disposition de vos clients, mais c'est aussi des conditions techniques et aussi des conditions qui concernent le lieu de destination. Donc on parle des États-Unis en ce qui concerne cette sanction Meta, et le cœur de cette amende, l'arrière-plan, c'est le régime de droit américain qui donne des pouvoirs importants au pouvoir américain et en réalité à la NSA, c'est-à-dire en fait l'agence de sécurité intérieure des États-Unis, dans la surveillance des données, qui fait que les données des Européens ne sont pas suffisamment protégées sur le sol américain. Parce qu'après, évidemment, ces données, sous injonction d'un juge américain, peuvent être consultées. C'est ça aussi le souci. C'est ça l'idée derrière. On rentre dans le Cloud Act. Absolument. Alors, je ne sais pas si on rentre dans le Cloud Act, mais on a cette idée que les transferts aujourd'hui en droit européen vers les États-Unis ne sont pas conformes à nos principes qui interdisent cette consultation. Voilà. Et donc, Meta, en étant responsable de toutes ces données, passe à la caisse. On ne sait même pas finalement, parce qu'ils sont condamnés à 1,2 milliard d'euros. Est-ce qu'ils les paieront ces 1,2 milliard? On ne sait même pas, parce qu'il y a toujours des appels, enfin des choses comme ça. Jean, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bon, ils ont dit que c'était terrible et qu'ils pourraient se retirer d'Europe. C'était terrible. Comment aurait-il pu dire autre chose? Oui, bien sûr. C'est de bonne guerre. Après, il y en a plein qui veulent se retirer d'Europe. Il faut quand même peut-être un peu contextualiser cette affaire. Indépendamment, je ne dirais pas indépendamment, mais en plus de tout ce contexte juridique. Il y a tout l'aspect fiscal et harmonisation fiscale européenne et au sein de l'OCDE. Bien sûr. C'est pas complètement par hasard si dans les 5 dernières années du RGPD,
la CNIL irlandaise est celle qui a été le plus souvent rabrouée, critiquée par l'Union européenne. Et on sait pourquoi. Enfin, explique-nous pourquoi. Alors, rappelons rapidement les choses. C'est vrai que jusqu'à fin 2023, l'Irlande donne aux grands groupes internationaux des avantages fiscaux sur leurs bénéfices, qui sont en gros taxés à 12,5 au lieu de 15%. Parce qu'ils s'installent chez eux. Qui vont être homogènes sur tous les pays de l'OCDE. Parce qu'ils s'installent chez eux. Alors, c'est pas très nouveau. Apple avait commencé déjà il y a longtemps à Cork. Microsoft est arrivé assez récemment. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que c'est un peu la terre d'accueil. d'Amazon qui est chez... C'est un peu la terre d'accueil européenne, on va dire. Bon. Alors, c'est un peu la terre d'accueil. Il y a aussi des très bons développeurs, il y a des très bons call centers. Je veux dire, heureusement, c'est pas qu'une affaire fiscale. Il y a aussi beaucoup de savoir-faire en Irlande. Et il y a d'ailleurs beaucoup aussi d'immigration en Irlande grâce à ces sociétés qui sont placées là, des Polonaises. Et puis ça doit être une plus-value économique pour ce pays. Bien sûr. Incroyable. Donc on peut comprendre évidemment que la CNIL irlandaise, ça apparaît pas forcément dans les communiqués de presse officiels, mais on peut comprendre quand même qu'ils mettent un peu de temps et qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. La main très très lourde. Reprenons juste le chiffre de 1,2 milliard. 1,2 milliard. Certaines estimations partent plutôt sur du 4 milliards, on pourrait aller jusqu'à du 4 milliards par an. Donc c'est déjà un peu plus. Et si on dit 4 milliards depuis le départ de RGPD, 4 x 5, 20 milliards. Donc l'amende... Là, ça commence à faire mal. Salée, mais elle est, au regard des 20 milliards, elle est presque un peu sucrée. Donc Facebook s'y oppose, Meta s'y oppose, ils ont raison, c'est de bonne guerre, mais enfin voilà, je trouve que c'est pas énorme. Et le point, je pense, très important quand même, ce qui est complètement paradoxal, je ne sais pas ce que Michel Leclerc pense sur ce sujet, mais c'est très paradoxal. En philosophie du droit, vous avez deux systèmes qui sont pratiquement semblables. Enfin, on est très éloigné de la Russie, de la Chine, etc. C'est les deux systèmes fondamentalement protecteurs de la donnée individuelle. Et ils arrivent à se mettre en désaccord, en grande partie, à cause ou grâce, ou je ne sais pas, du droit de surveillance américain, qui est quand même utilisé peut-être par Meta, ici, comme un certain avantage pour eux aussi à continuer la façon dont ils veulent en Europe. Michel. Mon point de vue sur cette question, c'est qu'effectivement, vous avez comme point de départ juridique à cette amende, c'est la décision de la Cour de justice de 2020 qui a invalidé le Privacy Shield, qui était un traité qui permettait les transferts de données aux États-Unis et qui aurait été une base légale suffisante pour transférer ces données. Ce Privacy Shield avait été annulé pour les raisons qu'on évoque, c'est-à-dire au motif que la protection des données personnelles des Européens n'était pas suffisante eu égard au droit américain, si je simplifie le débat. Et aujourd'hui, cette sanction découle de là. Mais si on regarde le contexte, vous avez aujourd'hui une phase de négociation bien avancée entre l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis pour un nouveau Privacy Shield, un nouveau traité qui permette ces transferts pour des raisons évidemment économiques qui sont fondées sur le principe de réalité qui est que l'espace numérique aujourd'hui doit fonctionner avec des transferts de données entre le continent américain et le continent européen parce qu'il est structuré comme cela. Parce qu'en 5 ans, le bilan c'est près de 4 milliards d'euros d'amendes qui ont été infligées dans le cadre de ce RGPD. Et très peu ont été payés. Je crois qu'on est à 50 millions d'euros. Enfin, le maximum que chaque accusé a dû payer, c'était 50 millions d'euros. Donc, on en est très très loin. Alors oui, mais j'ignore la différence entre le montant total et le montant réellement payé. En revanche, ce que j'ai noté, c'est que la CNIL, là où elle a rendu des sanctions qui étaient d'un montant total en 2019 de 50 millions d'euros environ, aujourd'hui en 2022, donc pour la CNIL française, pas irlandaise, on est à plus de 100 millions. Donc il y a un mouvement d'augmentation des sanctions, il y a un mouvement d'augmentation des contrôles et nous, on observe chez nos clients depuis 5 ans un très net mouvement de prise au sérieux de ce sujet et de mise en conformité qui évidemment se situe à une échelle inférieure à celle des GAFAM, puisqu'on parle de clients technologiques plus petits, mais il y a un ruissellement de cette idée de conformité. Jean. Juste un exemple très concret, il y a quand même une différence d'exigence dans la restitution des données en fonction des GAFA. Je prends l'exemple. Moi, j'avais perdu à un moment donné mes mots de passe, j'avais plus mon téléphone, j'avais plus ma messagerie. Bref, donc j'ai dû faire une demande pour LinkedIn et pour Facebook. LinkedIn m'a demandé un passeport, j'ai pu récupérer mon compte. Facebook, j'ai toujours un compte Jean de Chambure, mais auquel je ne peux plus avoir accès. Parce que j'ai écrit à Facebook, ils ne m'ont toujours pas donné la possibilité de retrouver mon compte. Donc ils ne font pas leur job. Là, non. Ouais. Et c'est quand même du niveau de... Enfin, voilà, c'est vrai que c'est pas normal. Alors, bon, on l'a vu, bilan contrasté de ces 5 ans de RGPD. Malgré tout, on est sur la bonne voie. Ce qui va être intéressant, c'est le prochain cycle.
Michel, les 5 prochaines années, avec le fameux DSA, DMA, enfin le IA Act, etc., qui vont arriver. Vous avez évoqué les DSA, DMA, IA Act. En fait, tous ces textes qui parlent d'autre chose que seulement de données personnelles parlent chacun de données personnelles à leur échelle. Là, on est plutôt dans la régulation, là. Là, on est dans la régulation. Le RGPD est un grand texte aussi de réglementation ou régulation, si on peut l'imaginer comme ça, parce qu'en réalité, il fixe des principes que chaque acteur doit être capable de documenter dans sa mise en conformité. Pour revenir au DSA, DMA, IA Act, ce qu'il faut retenir selon moi, c'est que ces textes-là sont en quelque sorte des concurrents du RGPD sur la question des données. Ils précisent le RGPD dans des contextes différents, notamment les règles applicables aux plateformes ou à l'intelligence artificielle pour l'IA Act. Et là, le prochain cycle de 5 ans qui s'ouvre va sans doute être un cycle de plus grande technicité et d'interaction entre le droit des données personnelles issues du RGPD et le droit des données issues de ces textes. Merci beaucoup Michel pour toutes ces précisions.